Notre invité, Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes aussi invité au Qatar, au Maroc, en Malaisie, au Japon notamment. Vous êtes le président de l'organisation European Muslim Network à Bruxelles. La presse américaine vous classe parmi les 10 intellectuels les plus influents au monde. Mais en France, je suis diabolisé, satanisé, dites-vous. Oui, diaboliser, c'est une certitude. C'est-à-dire que du point de vue du gouvernement, du point de vue des cercles intellectuels, du point de vue des universités, c'est le seul pays au monde où je n'ai accès à aucune université, le seul pays au monde où quand je deviens intervenir dans une salle publique, je ne peux pratiquement pas le faire. Donc ça dit beaucoup sur la liberté d'expression en France, malheureusement. Alors vous êtes diabolisé pour deux choses, à cause de vos origines. Votre grand-père, en fait, maternel, était le fondateur des Frères musulmans. L'un de vos oncles, un membre de direction des Frères musulmans. Mais vous avez toujours affirmé n'avoir aucun lien avec ce courant des Frères musulmans. Oui, moi, c'est n'importe quelle personne qui lit ce que j'écris ou qui écoute ce que je dis connaît mes positions. En fait, ça, c'est un prétexte. La vraie question, elle est surtout sur mon discours, qui est un discours qui n'est pas victimaire. Vous êtes diabolisé aussi à cause de votre présumé double discours. Vous tiendriez un discours pacifiste à la télé, en gros, et un discours beaucoup plus radical dans vos conférences ou autres rassemblements religieux. Alors, donc ça, c'est un autre prétexte, parce que, bon, moi, si vous allez sur mon site, si vous allez sur même ma page Facebook, c'est dans les 3 langues, donc je ne vois pas où je dirais autre chose que ce que je dis publiquement. Donc tout ça, ça ne tient pas. Mes prises de position par rapport au gouvernement français, par rapport à un certain nombre de responsabilités, je dis que les questions en France ne sont pas musulmanes, elles sont sociales et éducatives. Et puis en même temps, mes prises de position politiques, j'ai toujours été du côté des opprimés et je le suis avec les Palestiniens, comme avec les Africains, comme avec les Tibétains. Mais en France, quand vous êtes du côté des Palestiniens, ça passe pas très bien. Alors vous publiez aux presses du Châtelet de l'islam et des musulmans. Vous partez d'un constat, les musulmans traversent une phase critique dans le monde, nous dites-vous. D'une part, il y a la défiance de l'Occident à leur égard. De l'autre, il y a le fondamentalisme en Syrie, en Irak, qui corrompt le véritable message de l'islam. Oui, on a une double crise. On a un premier élément, il faut le reconnaître. Sur le plan interne, les musulmanes et les musulmans doivent faire un vrai travail d'interprétation des textes, d'acceptation aussi de la diversité. Nous n'avons pas une seule façon de lire. Puis il y a des limites à mettre. C'est-à-dire, quand on a des groupes qui vont tuer des innocents ou qui font ce qu'ils font, pas simplement d'ailleurs en Irak et en Syrie, mais ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ben, il faut mettre un terme à cela par la critique. De l'autre côté, il y a effectivement une perception en Occident de l'islam qui est extrêmement négative, très superficielle, très partielle, et qui est utilisée par la crise que l'Europe ou l'Occident lui-même traverse, c'est-à-dire à ne pas avoir de réponse sociale, de réponse politique, on va trouver le prétexte de c'est l'autre. On l'avait par rapport à la xénophobie, on l'avait par rapport à l'antisémitisme, et bien maintenant on l'a par rapport aux musulmans. Ce serait eux la cause de nos problèmes, quand la cause de nos problèmes, c'est le délitement de la pensée politique en Occident, malheureusement. Alors ce livre, c'est l'introduction au fondement de l'islam et de son message. Votre livre, on va en parler à travers 4 titres de l'actualité de la semaine. D'abord, la libération de Serge Lazarevic. Après avoir dit que vous vous réjouissiez pour lui et sa famille et que vous condamniez toute prise d'otage, quelle qu'elle soit, vous dites ressentir, et vous l'avez dit sur votre page Facebook, ressentir un profond malaise, un profond sentiment de malaise. Oui, parce que, vous savez, la France a toujours négocié. D'autres pays nous disent ne pas négocier, mais négocient financièrement, avec des rançons. Ça existe. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas négocier. Il faut à un moment donné entrer en matière. Il faut sauver des vies. On ne peut pas accepter simplement qu'on tue les otages. Mais il y a des limites. Et quand on sait aujourd'hui, encore, moi j'étais en contact avec des amis au Mali, j'ai suivi cette affaire de l'autre côté. Et en l'occurrence, c'est choquant quand pour la libération d'un otage juste avant Noël, pour réjouir la France, eh bien, on accepte qu'un prisonnier qui a tué de sang-froid, un gardien de prison, eh bien, soit libéré à un moment donné. C'est-à-dire que en échange, il y aurait eu l'échange avec 4 prisonniers libérés du coup, il y avait parmi eux un assassin et le frère de sa victime dit que vaut la vie de mon frère si on libère son assassin pour libérer un otage. Ça veut dire qu'on est revenu à la pensée coloniale que la vie d'un blanc vaut plus que la vie d'un noir. On a quand même à se poser cette question. Et j'aimerais dire que en France, il faut vraiment qu'on se pose la question de la perception qu'on a en Afrique. On ne peut pas continuer
continuer cette politique de la France-Afrique et de la mentalité coloniale. Et cet échange de prisonniers, si c'était l'ultime revendication des ravisseurs, il fallait renoncer à libérer Serge Lazarevic, il fallait le laisser se faire exécuter ? Non, il ne faut pas le laisser se faire exécuter, mais il faut véritablement regarder quelles sont justement ces revendications. Et je ne pense pas qu'il n'y ait eu que cela. En plus, il y a eu sans doute de l'argent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou alors on nous le dit clairement. Mais si la libération de cet homme assassin était nécessaire, il fallait arrêter les négociations. C'est ce que vous nous dites. S'il fallait libérer un meurtrier, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, on ne peut pas libérer un meurtrier pour simplement sauver l'un des nôtres. Je veux dire que ça suffit. Je veux dire qu'il faut que... à partir d'un certain moment, la dignité humaine, elle doit être la même pour tous. C'est la vie d'un noir, elle vaut la vie d'un blanc. Et la vie... c'est ce que je n'arrête pas de dire dans sur la surface de la Terre, ce que je dis aussi en Palestine. La vie d'un Palestinien, ça vaut la vie d'un Israélien. Parlons de ces mouvements, AQMI, Al-Qaïda, État islamique. Alors, vous n'avez aucune ambiguïté à leur égard dans votre livre, il faut le préciser, à l'égard de ceux qu'on appelle les djihadistes, des musulmans ou des barbares qu'il faut anéantir. Moi, je n'utiliserai pas ce propos de barbare à anéantir. Quand on voit ce qu'ils font, on peut parler de barbarie. Oui, la barbarie et les barbares, c'est différent. Moi, je pense que c'est à condamner, absolument. Et qu'en même temps, on doit le condamner de deux façons. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait du vrai travail qu'il faut faire sur la compréhension de l'islam, la terminologie, le concept de djihad, par exemple. C'est quoi exactement ? Le djihad, littéralement, ça veut dire l'effort, mais la compréhension dans la relation interpersonnelle, c'est la résistance à tout ce qui peut être l'oppression, le mal en soi, du point de vue intime et spirituel, comme extérieur, et en même temps le processus de réforme. C'est un double mouvement. En fait, le djihad, c'est le contraire de ce qu'on dit. C'est pas la guerre, c'est la résistance pour la paix. Et l'une des conditions de la paix, c'est la justice, et l'une des conditions de la paix, c'est la dignité. Donc c'est ça. Maintenant, on doit faire ce travail-là, et aussi mettre en évidence que parmi ces gens, il y a des anciens courants de pensée, les Khawarij, par exemple, dans la tradition musulmane ancienne, qui disaient, si vous ne nous suivez pas, ou si vous prenez des décisions politiques qui sont contre les nôtres, vous sortez de l'islam. Donc ils tuent. Mais comment se fait-il que, s'il n'y a rien dans le texte originel, qu'on arrive à tordre à ce point ce texte pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit ? Ils ont tous, ces islamistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ils ont tous mal lu le Coran, ou ils l'ont lu de travers, ou ils l'ont pas lu ? Ils l'ont lu partiellement, ils en ont trahi la lettre et l'esprit, et donc nous devons le dire. Ensuite, nous devons aussi avoir une analyse politique de ce qui se passe, parce que le silence de l'Occident, là où ça a commencé en Syrie, quand des gens se faisaient massacrer en Syrie, où on demandait à Bachar el-Assad, le dictateur, de réformer, à un moment donné, il faut aussi qu'on aille vers les raisons politiques. Il y a des questions religieuses, mais on ne peut pas nous demander à nous, attendez, vous, musulmans, condamnés, et puis nous, on se lave les mains de notre soutien à Bachar el-Assad, de notre soutien à Saddam Hussein, de nos soutiens aux États, de ce qui est en train de se passer en Égypte. Il a été reçu, Sisi, comme un président, c'est un dictateur. 1000 condamnations à mort en moins de 15 minutes en Égypte, et on le reçoit comme si c'était un être respectable. Vous ne pouvez pas avoir ceci et espérer qu'il n'y ait pas des barbares qui réagissent. Pour revenir à eux, justement, à ceux qu'on appelle les djihadistes, vous condamnez évidemment leurs actes, et pour vous, ça n'a rien à voir avec l'islam ? Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est à condamner absolument, puis à faire un vrai travail sur les textes. Vous savez, vous m'avez posé une question importante. Comment se fait-il qu'ils peuvent tordre les textes ? Tous les textes peuvent être tordus, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Des États comme les États-Unis ont utilisé, comme l'Europe, elle a utilisé ces textes si beaux pour faire les pires des politiques, de la mission civilisatrice coloniale en Afrique et ce qui peut se passer avec les États-Unis. Le Monde daté d'aujourd'hui sort un article très intéressant. Comment le djihad recrute des jeunes Européens. Ils disent que le Centre international pour l'étude de la radicalisation qui est à Londres dit on a maintenant des gosses de 15-17 ans attirés dans l'orbite djihadiste. À ces jeunes musulmans français tentés de partir faire la guerre là-bas. Que leur dites-vous ? Bon, d'abord, il faut vraiment faire un travail. On sait aujourd'hui que ça passe par Internet, on sait que ça passe par des réseaux qui sont extrêmement troubles, on ne sait pas qui est derrière toujours. Donc, d'abord, il y a un vrai problème de compréhension de l'islam. On a des gens qui sont dans la pensée binaire, c'est eux contre nous, et qui réussissent à attirer ces jeunes. Donc déjà, il faut leur dire...
apprenez votre religion. Apprenez que ce n'est pas nous les musulmans contre le monde, c'est nous les personnes qui défendons des principes de justice contre ceux qui défendent l'oppression. Et l'autre élément qu'il faut mettre en évidence, c'est celui-ci. Moi, j'aimerais dire au gouvernement européen, je l'ai dit au gouvernement britannique, je l'ai dit au gouvernement suédois, il ne faut pas criminaliser ces jeunes. Beaucoup de ces jeunes à 14-15 ans sont des jeunes qui sont des victimes. Les faire, quand elles reviennent, ces personnes, les mettre en prison, les criminaliser, non, il faudrait utiliser ces personnes, utiliser ces jeunes dans un travail de suivi éducatif pour qu'elles puissent prévenir d'autres d'y aller et de s'y engager. Il faut aller au cas par cas. On va aller un peu plus vite, pardonnez-moi, sur les autres actualités. L'antisémitisme, plus 91% d'actes antisémites en France ces 7 derniers mois. Vous avez vu la dernière agression à Créteil cette semaine. Tout le monde sait que les Juifs ont de l'argent, c'est ce qu'ont dit les ravisseurs à ce couple qui a été agressé. Que faut-il faire contre ça ? Écoutez, c'est intolérable. L'antisémitisme est à bannir, est à condamner. Je le dis, je dis même que du point de vue islamique, l'antisémitisme est anti-islamique, donc il faut faire ce travail-là. J'aimerais aussi que nous ne fassions pas de hiérarchie entre les racismes. Demain, nous avons une journée contre l'islamophobie, parce que ça existe aussi, et le racisme contre les Noirs existe aussi. La meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de lutter contre tous les racismes de façon égalitaire et commune. L'actualité au Proche-Orient, vous avez eu les tensions après la mort d'un ministre palestinien, Ziad Abouain, qui est mort en Cisjordanie lors de heurts avec des soldats israéliens dans une colonie sauvage, d'une colonisation bien évidemment que vous condamnez. Est-ce que pour autant vous légitimez les actions du Hamas ? Moi, je ne légitime aucune action qui s'en prend à des innocents et qui s'en prend à des civils. La résistance à l'armée israélienne, elle est légitime. Mais le Hamas, pour vous, c'est pas une organisation terroriste ? Non, c'est une organisation qui est du même type que l'ANC. À l'époque, on disait que c'était des terroristes. Ils ont des moyens que je réprouve, mais ils ont une résistance que j'approuve. C'est une organisation de résistance pour vous, comme les FFI en 1944 ? Comme l'ANC en Afrique du Sud, c'est une organisation dont on doit dire, et je l'ai dit, je l'ai répété, les moyens utilisés qui consistaient à toucher des civils, je suis contre et je les ai condamnés. Mais la résistance à l'armée, la dignité de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été de résister aux Allemands. Et la résistance, elle est digne. Donc moi, on ne me fera pas diaboliser un camp commun. Il faut discuter avec le Hamas. Qui veut quand même la destruction d'Israël. Non, mais ils ont même revu leur charte. Et ils l'ont réformé. Mais attendez, il n'y a plus la destruction d'Israël dans la charte du Hamas ? Plus de la même façon, non, plus de la même façon. Et même tout le processus de paix, il faudrait quand même dire que qui est-ce qui massacre aujourd'hui ? Arrêtez de revenir à la charte et regardez les faits. 2000 personnes ont été massacrées à Gaza. C'est-à-dire que ce n'est pas les textes qui comptent, c'est les actes, c'est l'État d'Israël qui a les actes les plus terribles aujourd'hui. Continuation de la colonisation, construction d'un mur illégal, non-acceptation des résolutions de l'ONU et meurtre d'innocents et d'assassins, jusqu'à emprisonner des élus ministres et à les tuer maintenant. Et ceci, ce seraient des personnes qui seraient respectables. Stéphane Hessel avait raison. Ceux qui ne veulent pas la paix aujourd'hui, ce n'est pas les Palestiniens ni le Hamas, c'est le gouvernement israélien avec tous ces partis successifs qui étaient au pouvoir. Un dernier mot sur Marine Le Pen, qui cette semaine a justifié dans certains cas l'usage de la torture. On parle de la CIA qui ensuite est revenue sur ses propos. Votre réaction ? Écoutez, moi je condamne ces propos, je condamne ce qu'elle a laissé entendre. Je relève simplement qu'elle est revenue en arrière. Je pense que la position de principe, elle doit être celle-ci, non-acceptation de la torture, et qu'aujourd'hui, par rapport au gouvernement américain, comme d'ailleurs, parce qu'attention, c'est pas simplement le gouvernement américain, c'est aussi les Européens qui ont accepté que des avions prennent des gens pour se faire torturer sur le sol européen. Il faudrait aujourd'hui qu'on ait la transparence et la condamnation. Donc, au lieu de demander aux musulmans de toujours condamner, il faudrait aussi qu'on lave son linge sale et qu'on dise les choses de façon plus transparente. La torture est inacceptable. Merci Tariq Ramadan. Je rappelle le titre de votre livre, De l'islam et des musulmans, aux Presses du Châtelet. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Très bon week-end. À lundi.